Alors voilà, je vous présente le sommaire donc, du mois sans tabac. C'est la 5e édition cette année. Donc 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer en suivant ce programme. Alors le mois sans tabac, donc je vais vous dire un peu, je vais expliquer un peu comment ça fonctionne. Présentation du parcours Nouveau Souffle qu'on avait déjà entamé l'an passé, donc on réitère l'opération cette année. Nous allons parler également de la cigarette électronique. Donc, ce sera le docteur Franck Dupras qui présentera la cigarette électronique. Un point sur l'hypnose avec la psychologue Isabelle Guest, donc, qui vous expliquera effectivement comment une séance d'hypnose, comment elle se partage, comment elle se vit. Et ensuite, nous terminerons par une séance de sophrologie avec Pascal Levacher et une petite séance de sophrologie en direct. Donc, ça sera un échantillon d'une séance de sophrologie. Ce ne sera pas une séance longue. Alors, c'est parti. Alors, le mois sans tabac, vous en avez tous entendu parler, vous l'avez vu à la télé, dans les journaux, sur les affiches, un peu partout. Pourquoi un mois? C'est parce qu'on sait qu'au bout d'un mois, on a 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer. Et puis, même si au bout de ce mois d'arrêt sans tabac, on reprend la cigarette, on sait au fond de nous-mêmes qu'on est capable d'arrêter pendant 4 semaines. Voilà, donc c'est un processus qui se fait collectif. Donc, en fait, on peut se connecter à une application sur Tabac Info Service quand on compose également le 3989. Vous pouvez télécharger le kit Moi sans tabac. Donc, c'est un kit, voilà, comme ça, comme ceci. Si vous inscrivez au parcours Nouveau Souffle chez nous, vous l'aurez, ça fera partie du kit de départ. Donc, ce mois sans tabac dure, comme son nom l'indique, un mois, donc du 1er au 30 novembre. Et donc, je vous incite donc à vous inscrire si vous voulez arrêter de fumer, parce que comme c'est un défi collectif, quand on est aidé, on a quand même plus de chances d'arrêter. On va parler un peu d'actualité, puisque là, on est encore de nouveau en plein confinement. Et nous sommes toujours cernés par ce virus, la Covid-19. Et puis, on a entendu plein de choses sur la nicotine et puis ce virus. Alors, est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est de l'intox? Est-ce que la nicotine protège les poumons du Covid? Je pense que c'est à la limite plus de l'intox que de l'information, sachant que le virus fragilise la fonction pulmonaire. Voilà. Fumer vous rend plus fragile. Effectivement, le tabac fragilise la fonction pulmonaire et donc facilite l'entrée du virus à l'intérieur des cellules. Pourquoi la cigarette, je l'ai appelée une tueuse en série? Parce qu'effectivement, elle contient 4000 substances chimiques, dont le goudron, le cadmium, le TDT qu'on retrouve dans les produits pour dératiser. Il y a aussi de la naphtaline, 70, je ne vais pas tous les énumérer, mais 4000 substances chimiques dans une petite cigarette, c'est énorme. Et ça provoque encore chaque année 73 000 morts en France et 8 000 morts dans le monde. Pourquoi j'ai choisi cette photo, une épée de Damoclès au-dessus de la tête? C'est parce que chaque fumeur sait très bien que on fume, on prend plaisir à fumer, et d'un autre côté, on sait très bien que ce n'est pas bon pour notre santé. Bon, déjà, il y a les messages de santé qui sont véhiculés sur les paquets de cigarettes et puis sur les campagnes de publicité, mais on sait très bien nous-mêmes, dès qu'on se met à tousser, dès qu'on a du mal à monter une côte, l'essoufflement, la toux, le fait de tomber plus souvent malade, d'avoir des bronchites, on sait très bien qu'on prend un risque pour notre santé. En plus du risque pour la santé, il y a aussi le coût que cela entraîne, puisqu'il y a eu 5 hausses depuis 2 ans du paquet de cigarettes. Et donc, on est pratiquement arrivé, je pense même maintenant, à 10 € paquet de cigarettes. Donc, entre les messages de notre famille, de notre entourage qui nous dit d'arrêter de fumer, qui nous culpabilise, le prix du paquet et puis effectivement le risque que cela encourt pour notre santé, et bien effectivement, cette petite épée est en permanence au-dessus de notre tête et on n'est pas vraiment libre de vivre notre vie comme on l'entend.
quand arrêter de fumer? Bon, bah, ça, c'est une bonne question. Il n'y a pas de moment précis pour arrêter de fumer. Et puis, c'est vrai qu'un fumeur va toujours se trouver des bonnes excuses pour arrêter. Ça va être, là, ça va être les fêtes de Noël. Donc, ça va être un moment convivial. On va boire de l'alcool. Donc, on va associer le tabac avec le verre d'alcool. Ah ben non, là, je pars en vacances. Donc, du coup, je vais être détendue. Mais bon, je vais passer des moments sympathiques. Donc, je vais associer ces moments de détente avec ma cigarette. Ou alors, non, je suis stressée. Au travail, en ce moment, je rencontre des choses compliquées. Donc, la cigarette aide à me détendre. En fait, il y aura toujours des bonnes excuses pour ne pas s'arrêter de fumer. Et quand on veut arrêter de fumer, là, je l'ai bien précisé, c'est une décision qu'on prend soi-même et on n'arrête pas de fumer pour faire plaisir à sa famille, pour faire plaisir à son entourage. On arrête de fumer pour soi, pour se libérer. Et arrêter de fumer seul, ce n'est pas simple. C'est pour ça que nous, on vous propose un parcours pour vous aider dans l'arrêt. Alors, effectivement, quand on s'arrête de fumer, seul, on se sent un peu isolé. Les facteurs d'isolement provoquent la cigarette. On s'est rendu compte après le premier confinement, donc au mois de mars, que 27%, il y avait une hausse de 27% des fumeurs. C'est-à-dire que les fumeurs fumaient beaucoup plus depuis qu'ils étaient en confinement. Depuis qu'ils se sentaient isolés, ça favorisait l'addiction. Et donc, je vous ai choisi une petite vidéo pour illustrer un peu ce que représente la cigarette chez un fumeur. En fait, c'est le rituel entier autour de la cigarette qui est en jeu. Mon briquet et mon paquet de clopes font partie de ma vie depuis tellement longtemps. Quand les petits ou plus gros tracas du quotidien pointent le bout de leur nez, la cigarette vient vous réconforter. Du moins pour ceux qui ont eu le malheur d'en être addicts. Je me suis retrouvée seule à la maison. En fait, la clope m'a servi de compagnie. J'ai pu identifier les raisons qui m'ont poussé à redevenir esclave de la petite tige toxique. Ce sont les mêmes qui m'ont poussé à commencer. La dimension sociale du moment tabac. Le savoir me permettra d'affiner ma stratégie pour mon futur arrêt. Car oui, je compte bien réitérer l'expérience et tenir pour de bon cette fois. Si j'ai perdu une bataille, je n'ai pas perdu la guerre. Donc là, vous apparaissent sur l'écran les aides à l'arrêt du tabac. Donc, il existe plein de méthodes et en fait, c'est à vous de trouver la méthode qui vous correspond. Alors, effectivement, il y a des gens qui préfèrent les médicaments parce qu'ils se sentent rassurés à l'idée de mettre un patch ou d'avaler un comprimé. Donc, pour eux, c'est quelque chose de concret, de palpable, donc ils préfèrent les médicaments. Les substituts nicotiniques, il faut savoir que maintenant, les substituts nicotiniques sont remboursés à 65% par la sécurité sociale, le reste par votre mutuelle. Donc, les substituts, avant, il y avait un forfait de 150 € et maintenant, on s'est rendu compte que c'était un réel médicament et que les gens qui avaient besoin d'arrêter de fumer devaient être aidés au maximum. La cigarette électronique, je ne m'étends pas dessus parce que le docteur Dupraz va en parler plus longuement. Sophrologie, réflexologie, hypnose, ce sont des techniques également de relaxation et de bien-être qui aident à l'arrêt du tabac. Je ne m'étends pas parce que Isabelle Guest et Pascal Levacher vont en parler mieux que moi. Et puis après, effectivement, il y a accompagner l'arrêt du tabac avec une activité sportive. Alors, l'activité sportive, tout le monde n'est pas sportif, je vous l'accorde. Donc, la marche à pied, tout bonnement, faire 20 à 30 minutes de marche par jour, ça procure un bien-être et ça vous aide à vider la tête lors de l'arrêt du tabac. Alors, parole d'entreprise, donc c'est un petit reportage, donc un petit témoignage en fait de salariés qui se sont inscrits dans le programme Nouveau Souffle chez nous. Et donc, ils vont vous expliquer un peu donc, comment ça s'est passé et comment ils ont arrêté de fumer. Nous avons participé au programme Nouveau Souffle. Bonjour, je m'appelle Séverine, je travaille à la pharmacie de la Marine, quai Bérény. Je suis préparatrice et j'ai arrêté de fumer depuis le 19 janvier 2020. Bonjour Leslie, donc pharmacie de la Marine. J'ai arrêté de fumer depuis le 14 décembre 2020.
a participé au programme, premier programme. Réunion d'information générale, en fait. Et après, on a eu 3 rendez-vous individuels. Donc, un rendez-vous avec l'infirmière, ensuite un rendez-vous avec la sophrologue et un rendez-vous après avec l'hypnotiseuse. Ça fait peut-être en plus de motivation pour arrêter, en fait, de se dire qu'il y a plus de choix que les substituts nicotiniques qui ne libèrent pas vraiment de l'addiction, en fait. L'hypnose a été vraiment le lien, en fait, le moment où ça a cassé la relation qu'on avait avec le tabac. Carrément. Il faut passer le cap. Il faut passer, ouais, et faire la démarche comme nous on a fait. Le parcours, les salariés de la pharmacie de la Marine l'ont présenté tout à l'heure. Donc, il y a un coaching avant tabac, donc un rendez-vous qui dure quand même assez longtemps, hein, un peu plus d'1 heure. On va retracer l'histoire de la cigarette, comment vous êtes votre première rencontre avec la cigarette, comme si vous avez déjà arrêté, si vous avez des traitements. Donc, on va faire un point sur votre santé, sur votre hygiène de vie, si vous faites du sport, comment vous vous alimentez. Enfin, voilà. Donc, ça dure au moins 1h15. Avant ce rendez-vous avec moi, donc, vous allez recevoir par mail des petits tests. Des petits tests déjà pour connaître votre dépendance, pour savoir psychologiquement où vous en êtes, si vous êtes prête à arrêter. Ensuite, suite à mon rendez-vous, donc vous rencontrerez Pascal Levaché, donc la sophrologue. Donc, il va vous expliquer comment la séance bientôt se déroule. Et puis, en dernier lieu, une séance d'hypnose avec Isabelle Guest, notre psychologue. Alors, le parcours est en 3 étapes, mais il arrive parfois que je revoie donc, les personnes encore un deuxième rendez-vous infirmier pour faire le point, pour savoir si tout se passe bien, s'il y a besoin d'autres séances et où ils en sont de leur arrêt. Voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Dupraz, donc le docteur Dupraz, pour nous parler de la cigarette électronique. Cigarette électronique qui est donc un outil qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est utilisé de manière quasiment mondiale depuis une dizaine d'années et qui est évalué du point de vue du sevrage tabagique depuis à peu près 5 ans. Il y a un certain nombre d'études qui sont parues dans les grandes revues internationales et qui ont toutes mis en évidence une supériorité évidente de la cigarette électronique sur les substituts nicotiniques seuls. Une étude américaine a été faite l'année dernière sur à peu près 1000 participants. L'évaluation a été faite à 1 an sur le sevrage tabagique total et dans le groupe des utilisateurs de la cigarette électronique, 10% avaient arrêté, alors qu'ils n'étaient que 9% dans le groupe des substituts nicotiniques. De la même façon, une étude anglaise faite par le NHS a montré que chaque année, la cigarette électronique permettait à environ 50 000 Anglais d'arrêter de fumer. Et encore une fois, plutôt un très bon score. Il y a des tas d'autres études dont je pourrais vous parler. Les questions qui sont aujourd'hui essentielles quant à l'utilisation de la cigarette électronique, c'est ses éventuels dangers. Il y a un certain nombre de légendes urbaines qui voudraient que l'utilisation de la cigarette électronique soit quasiment pire que celle de la cigarette et du tabac. Aujourd'hui, on peut dire que depuis à peu près 15 ans de suivi, il n'y a pas eu d'incident grave et il n'y a pas eu d'effets indésirables sérieux, hormis une trentaine de décès aux États-Unis l'année dernière qui étaient liés à l'utilisation d'un produit qui s'appelle l'acétate de vitamine E, qui servait à couper des huiles cannabiques qui étaient vendues sous le manteau et bricolées sur un coin de table.
Si on s'intéresse aux effets potentiellement indésirables de la cigarette électronique par organe et par appareil, on sait que sur le poumon, la consommation de tabac entraîne une baisse d'un facteur qui s'appelle le VEMS, qui est la quantité d'air expiré par seconde. Chez les fumeurs de cigarettes, c'est de l'ordre de 7% de baisse, alors que ça serait sur des anciens fumeurs passés à la cigarette électronique de l'ordre de 3%. Une différence qui est à peu près du simple au double. Si on s'intéresse au cœur, on sait que la cigarette entraîne une combustion du tabac qui libère dans le sang à la fois des particules fines et du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone a la fâcheuse envie, quand il est dans le sang, d'aller se fixer sur l'hémoglobine et de remplacer l'oxygène. Pour la cigarette électronique, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de combustion, il n'y a bien évidemment pas de ces effets secondaires. Les fumeurs voient leur pression artérielle augmenter de manière significative après avoir fumé, ce qui n'est pas le cas pour les utilisateurs de la cigarette électronique. Pour ce qui est des autres problèmes liés à l'utilisation des cigarettes, le principal risque, c'est l'accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, les utilisateurs de cigarettes électroniques n'ont pas présenté d'accident vasculaire cérébral. En tout cas, aucun n'a été décrit après son utilisation. Autre question essentielle, le cancer bronchopulmonaire. Isabelle Matt vous a expliqué tout à l'heure la quantité invraisemblable de produits toxiques qui peuvent être présents dans une cigarette. Pour ce qui est des cigarettes électroniques, on a étudié en détail les éventuels composés cancérigènes qui pourraient être présents dans les liquides après vaporisation. Il semblerait qu'on puisse retrouver dans certains liquides, pas partout, du formaldéhyde. Ce formaldéhyde est présent dans une proportion importante dans le tabac après combustion. On estime que c'est de l'ordre d'à peu près 100 parties par million. Dans certains liquides utilisés dans les cigarettes électroniques, on a retrouvé un peu de formaldéhyde, mais dans une proportion qui était à peu près 10 fois moindre, aux alentours de 8 parties par million. Il y a deux autres molécules qui sont éventuellement, qui ont été et qui seraient éventuellement cancérogènes, qui sont l'acroléine et l'acétaldéhyde. Là encore, ces produits peuvent être présents dans certains liquides, mais dans des proportions faibles. Et de toute manière, compte tenu du fait que dans la cigarette électronique, il n'y a pas de combustion, la libération de ces produits reste très improbable. Dernier éventuel effet indésirable et secondaire. Vous savez que pour les fumeurs de cigarettes, on parle de tabagisme passif, tabagisme secondaire, voire dans certains cas tertiaire. La question s'est également posée pour la cigarette électronique. La conclusion, enfin les conclusions plus exactement, sont que les gouttelettes de vapeur qui sont présentes dans la vapeur qui est émise et exhalée a une demi-vie qui est environ 100 fois inférieure à la fumée du tabac. Le fait que la durée de vie soit 100 fois inférieure fait peut-être que c'est 100 fois moins dangereux. Étant dit, cette très brève durée de vie fait que, même en admettant qu'il y ait des produits cancérigènes présents dans la vapeur exhalée, il est très improbable que ces composants puissent être disséminés dans l'atmosphère, y restent et puissent être inhalés par ceux qui sont dans la proximité immédiate du vapoteur. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'on ne retrouve pas de monoxyde de carbone, pas de particules dans l'air qui est exhalé par le vapoteur, ce qui diffère sensiblement du tabagisme passif tel qu'on connaît aujourd'hui. On peut donc imaginer que dans le cadre de la cigarette électronique, le vapotage passif n'existe pas.
Et j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup parce qu'en plus, je n'ai plus d'image de mes participants. Donc là, je travaille à l'aveugle. Voilà. Bon, donc là, j'étais peut-être pas au niveau du timing des diapos. Donc là, je vous remercie beaucoup, Dr Dupraz. On va passer donc à l'hypnose. Et je vais laisser parler Isabelle Guest pour vous présenter donc, une séance. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc voilà, je suis là pour vous présenter, faire d'abord un petit point sur l'hypnose et le tabac, et puis de vous dire un peu comment se déroule une séance d'hypnose. Donc dans un premier temps, je vais peut-être un peu vous décevoir, mais l'hypnose, ce n'est pas l'outil magique. C'est simplement une séance qui va vous permettre de renforcer votre envie d'arrêter le tabac. C'est seulement un renforcement efficace à une cessation tabagique voulue. Donc, il faut être volontaire. Il ne faut pas se dire que l'hypnose va tout faire. C'est vous qui allez faire votre arrêt du tabac. Ensuite, comme il est inscrit sur l'écran, donc l'hypnose est un état modifié de conscience, c'est un état parallèle entre la veille et le sommeil, et ça permet d'accéder à l'intériorité de la personne. Donc, c'est un mode de fonctionnement mental, je dirais, que tout être humain rencontre dans sa vie de tous les jours. Ce qu'on appelle la focalisation ou la dispersion. Par exemple, quand vous êtes absorbé par un film, vous êtes en état de transe hypnotique à moindre effet de conscience, puisque vous êtes absorbé par ce que vous êtes en train de regarder. Il en va aussi par rapport à la dispersion, c'est-à-dire que par exemple, on a tous connu ça quand on était élève ou étudiant, où à un moment donné, l'orateur n'arrive plus à nous capter, et puis on part dans ce qu'on imagine, dans ce qu'on pense, et on est dans notre intériorité. Donc voilà, ça c'est les états d'hypnose que l'on peut connaître au jour d'aujourd'hui. Tous les jours, tout le monde connaît un petit peu cet état-là. Après, cet état d'hypnose, donc de conscience modifiée, permet au sujet d'accéder et d'utiliser ces potentiels qui, pour l'instant, étaient un peu mis à l'écart ou restaient inconscients ou jusque-là inaccessibles. Donc, il n'y a rien de magique dans l'hypnose. C'est simplement, on permet au sujet de se focaliser dans son interne et d'avoir un petit peu un recul, le recul du conscient. Donc, le sujet est un petit peu moins, s'occupe moins de l'extérieur, il se tourne vers son intérieur. Et donc, tous les stimuli un petit peu externes perdent un petit peu leur importance et on sort un peu du cadre conscient, on va juste s'orienter vers nos ressources internes, les possibilités d'évoluer jusqu'à là qui étaient un peu inconscientes, les compétences personnelles vont pouvoir se développer, on va passer de la créativité, de l'imagination, des ressources d'évolution, enfin tout ce qui peut permettre un changement des représentations et avoir accès à ces savoirs qui sont déjà là, simplement ils ne sont pas accessibles. Donc, dans une séance d'hypnose, on invite l'inconscient du sujet de se défaire de ses idées nuisibles, des idées un peu limitantes comme « je sais que j'arriverai jamais à arrêter le tabac » et à les remplacer par des idées un petit peu plus justes qui peut après correspondre mieux à ses valeurs dans cette optique d'arrêter de fumer. Alors, comment se déroule une séance d'hypnose ? Simplement, dans un premier temps, le thérapeute il converse tranquillement avec le patient tout en favorisant ce qu'on appelle la dissociation. Il s'efforce de focaliser l'attention de la personne et à amplifier en relevant et en soulevant les premières réactions hypnotiques, simplement la respiration qui ralentit, le relâchement musculaire, tout en suggérant que ces réactions-là peuvent aller en s'intensifiant. Après, on permet simplement la transition entre la conversation banale et l'hypnose, et c'est de plus en plus progressive et subtile. Après, la personne donc accède à ses propres ressources inconscientes, c'est-à-dire que le sujet
est totalement respecté dans son économie interne, dans sa structure psychique, il va trouver lui-même sa réponse à ses problèmes dans ses capacités personnelles. Donc ça, c'est vraiment l'hypnose, comment on arrive à permettre au sujet, à la personne d'entendre les choses par elle-même et en fonction de son intériorité, de son psychisme. Après, pour vous donner un déroulement de séance basique, donc simplement, on a à peu près 1 heure de séance. On a d'abord, dans un premier temps, un temps conversationnel avec la personne qui permet d'aborder vraiment ce que le tabac représente pour elle. Et puis après, on propose à la personne de s'absorber par la relaxation, un temps de relaxation, où là, la personne, effectivement, est dans la majorité des cas étendue sur une surface adaptée. Et donc, on va, fur et à mesure, demander à la personne de se descendre de plus en plus et d'avoir un petit peu ce recul par rapport au conscient. Et durant ce temps de relaxation, je lis et je suggère à l'inconscient une certaine imagerie ou certaines propositions, comme ça, permettant à ce moment-là à la personne de mobiliser ses propres ressources internes et de devenir dans sa tête déjà un ex-fumeur. Et dans la majorité des cas, quand je lis le texte, quand on est dans cette séance d'hypnose, il y a une petite musique de son relaxant à l'arrière de ma voix, tout simplement pour favoriser cet accès d'intériorité qui est nécessaire à la personne pour qu'elle puisse s'imaginer être non-fumeur. Donc, il n'y a rien de magique dans l'hypnose. C'est simplement que l'on va favoriser ce que la personne désireuse d'arrêter le tabac a déjà dans sa tête, et on va seulement ouvrir d'autres portes qui vont permettre à ce moment-là d'avoir ce comportement de non-fumeur. Voilà, j'ai terminé. Ça a été bon. Je l'espère. Bon, je remercie Isabelle. Effectivement, je tenais à préciser, parce que j'ai oublié de le dire en début de webinaire, que vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat et on va y répondre à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, toutes vos interrogations. On va les prendre en compte. Je voulais préciser aussi qu'une séance d'hypnose, après la séance d'hypnose, les gens sont quand même relativement, alors je ne vais pas dire shootés, mais si, fatigués, détendus, mais voilà. Si alors, les séances se font, le parcours se fait en général avec l'accord de l'employeur et parfois ça se fait sur le temps du travail, parfois ça se fait en dehors du temps de travail. Bon, ça c'est un accord que vous devez avoir avec votre employeur. Mais beaucoup de salariés donc venaient effectivement faire leur séance d'hypnose et aller retravailler après. Bon, c'est vrai que après, s'il peut y avoir un petit temps de pause après la séance d'hypnose pour reprendre ses esprits, c'est bien parce qu'on est quand même un peu, voilà, on est très très détendu, mais il faut reprendre ses esprits avant le travail. Voilà. Donc là, je vais passer la main donc à Pascal Levaché, qui est sophrologue, donc qui va vous expliquer effectivement ce qu'est une séance de sophrologie. Et puis, elle va vous faire une petite séance de sophrologie en direct. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, c'est très bien que je sois sollicitée juste après Isabelle, puisque la sophrologie s'inscrit dans ce parcours qui vous est proposé, tout à fait dans le prolongement, je dirais, de cette séance d'hypnose qui va vous permettre d'impulser quelque chose, d'aller vraiment ancrer votre motivation dans votre inconscient. Et la sophrologie va vous proposer au quotidien de vous aider vous-même, en fait. Et au cours de la séance individuelle que vous pourrez partager dans le parcours Nouveau Souffle, je vous propose d'expérimenter des techniques simples que vous pourrez réutiliser seul et qui vous permettent au quotidien, dans chaque circonstance de votre vie de nouveau non-fumeur, de vous détendre, d'apaiser le stress, la nervosité, l'agitation qui peuvent survenir parfois,
d'accueillir vos émotions. C'est un état un peu de fragilité émotionnelle dans les premiers temps où on laisse la cigarette de côté. On se retrouve souvent confronté à des émotions assez fortes. Il y a également la sensation de manque, tout simplement, qui est là. Il peut y avoir une forme d'angoisse qui se manifeste de temps en temps. Et avec la sophrologie, vous allez pouvoir mieux gérer ça et laisser passer les choses. Et vous n'allez pas être submergé par ces émotions. Et puis, ça peut vous permettre également de respirer consciemment, de retrouver le contact avec le corps et votre souffle. Et ce parcours s'appelle Nouveau Souffle, ce n'est pas pour rien. C'est très important de se reconnecter consciemment à sa respiration. Ça va vous aider à vous calmer quand vous en aurez besoin, mais aussi à vous dynamiser pour rester plus actif, plus concentré, plus efficace dans vos activités quotidiennes. Et puis également, vous allez prendre conscience que vous pouvez utiliser vos pensées, votre mental, pour vous programmer positivement, pour renforcer votre motivation, vos capacités, ancrer davantage cette réussite au quotidien avec une pratique régulière. C'est comme un rendez-vous avec vous-même que vous allez mettre en place, une discipline qui va s'inscrire dans votre hygiène de vie. Et là, vraiment, vous prenez la barre, vous devenez autonome dans cette démarche que vous entamez. Pour vous donner une toute petite idée de ce qui se passe pendant une séance de sophrologie, je vais vous proposer un échantillon de sophro. On appelle ça la sophrologie, la relaxation en sophrologie. C'est vraiment le démarrage d'une séance. C'est la base, en fait, des techniques qu'on utilise pour vous amener. Alors, ce n'est pas vraiment dans l'état que vous vivrez en hypnose, mais quand même, vous allez pouvoir vous-même vous placer en état de détente. Et pour expérimenter tout de suite, je vous propose de commencer déjà à vous installer confortablement sur votre siège, que ce soit une chaise ou un fauteuil. Vous pouvez laisser votre dos se caler sur la chaise. Posez vos pieds à plat au sol et vos mains sur vos cuisses. Sentir le poids de votre corps qui se pose sur la chaise. Prenez conscience de votre respiration, le passage de l'air dans votre nez, les mouvements de vos épaules qui se lèvent et s'abaissent, les mouvements de votre poitrine, peut-être de votre ventre, la présence de votre souffle. Et si vous le pouvez, je vous invite à fermer les yeux pour vous centrer davantage sur vous-même, vous reconnecter à votre espace intérieur. Vous respirez calmement et je vous propose de poser votre attention sur le sommet de votre tête. Et peut-être que là, vous avez des sensations. Vous laissez glisser à l'arrière de la tête. Prenez conscience de tout ce qui se passe à la racine de vos cheveux, tous les petits messages que votre corps vous envoie quand vous portez votre attention à vos ressentis. Prenez conscience de votre front que vous laissez se lisser sans effort. Vos yeux qui flottent tranquilles derrière les paupières fermées. Vous laissez glisser votre attention sur les ailes de votre nez et vous les relâchez. Vos joues se relâchent. Vos lèvres, votre bouche. Votre langue se pose sur son plancher. Vos mâchoires se relâchent. Tout votre visage se détend. Vous respirez toujours calmement et vous laissez glisser votre attention à l'avant du cou, puis sur votre nuque,
jusqu'à vos épaules. Prenez conscience des sensations dans vos épaules. Et vous descendez encore le long des 2 membres supérieurs jusqu'au bout des doigts. Prenez le temps de ressentir chacun de vos doigts. À présent, vous posez votre attention sur votre sternum. Vous sentez vos côtes, le haut de votre dos, tout l'espace de la cage thoracique. Le rythme et l'amplitude de votre respiration. Les sensations superficielles, le contact de vos vêtements sur votre peau. Les sensations profondes, les vibrations de votre cœur. Puis vous descendez le long de l'axe vertébral jusqu'au lombaire et vous venez accueillir les sensations dans votre ventre. Est-ce qu'il est tendu, noué, relâché? Sans jugement, vous observez, vous visitez votre espace intérieur, vous vous connectez à tous vos ressentis. Puis vous descendez dans le bas du corps, le bas-ventre, le bassin, les fessiers, tout le plancher pelvien. Et vous descendez encore. Laissez votre attention glisser le long de vos 2 jambes jusqu'au bout des orteils. Vous avez conscience de votre corps posé sur son support, les pieds posés à plat au sol, l'arrière des cuisses, les fessiers et le dos en appui sur la chaise. Et je vous propose, pour libérer davantage les tensions, vous relâchez encore, d'inspirer. Quand vos poumons vous semblent pleins sans forcer, vous bloquez l'air quelques instants, le temps de contracter doucement tout votre corps, de la tête aux pieds. Puis en soufflant, vous relâchez l'ensemble du corps, tous les muscles. Une deuxième fois, vous inspirez en rétention d'air, une tension douce de tout le corps. Expiration, vous relâchez. Et une troisième et dernière fois. Inspiration, rétention d'air, tension douce. Expiration, vous relâchez tout votre corps. Et vous continuez à respirer naturellement en laissant glisser, s'éloigner toutes les tensions inutiles. Pour un moment, un instant, vous vous libérez de tout ce qui vous encombre et vous goûtez le bien-être en cette petite pause que vous vous accordez. Puis doucement, tranquillement, vous allez permettre à votre corps de retrouver son tonus en bougeant un peu vos pieds, vos doigts, tout votre corps qui va peut-être avoir besoin de s'étirer, de bâiller. Vous laissez faire, vous écoutez le corps. Avant d'ouvrir les yeux, vous vous remerciez de vous être accordé ce moment. Puis vous pouvez tranquillement ouvrir un œil, puis 2. Et je vous remercie également d'avoir participé. Je serai ravie de vous accueillir pendant le parcours. À très bientôt.
Alors, merci Pascal. Effectivement, là, l'initiation à la sophrologie, vous avez eu un petit avant-goût. Si vous avez fait l'exercice, moi je l'ai fait. J'étais stressée avant le début du webinaire et là, je suis toute détendue. Donc, je remercie Pascal et je peux vous assurer que les séances sont très efficaces. La séance d'hypnose couplée à la séance de sophrologie vont vous permettre d'être détendu et donc d'aborder l'arrêt du tabac de manière calme, hein, parce qu'effectivement, on sait très bien que quand on arrête de fumer, un manque s'installe et donc le stress arrive et il faut trouver toutes les méthodes qui sont bonnes pour vous pour faire ça avec plénitude et avec détente. Pour vous inscrire donc, au parcours Nouveau Souffle, donc rendez-vous donc, sur www.istfécamp.fr. Donc, on vous contactera quand vous serez inscrit, puisque vous allez recevoir par mail, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, des tests à nous faire parvenir. Si vous ne pouvez pas les renvoyer par mail, vous pouvez venir avec vos tests, je veux dire des tests papier que vous amènerez lors du premier rendez-vous, parce que je vais m'appuyer sur ces tests donc pour faire connaissance avec vous et puis pour commencer donc, le parcours Nouveau Souffle. Donc, c'est très important, j'insiste bien sur le fait de faire les tests calmement, de les remplir avec soin et de les amener lors du premier rendez-vous. On vous attend, on serait ravis de vous accompagner pour que vous commenciez cette nouvelle aventure. À très bientôt. Au revoir à tous et puis j'espère à bientôt à l'ISTF. Contactez-nous sur le site. Au revoir. Bonne journée.